Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le cours, comme chaque semaine, de Georges Spira. Et on rappelle également que c'est la grande campagne de dons de Midreshet Yehuda Manitou, 18, 19 et 20 septembre. Donc, tout celui qui peut aider à la diffusion des enseignements de Manitou, vous êtes les bienvenus. C'est le moment, une fois par an, d'aider la Midreshet. Voilà, Georges, je te laisse la parole pour le carnet de famille et continuer avec les Juifs du Maroc. Et tu me mets en Voilà, grand. tu me mets en grand, s'il te plaît, comme d'hab. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas de carnet de famille parce qu'on ne m'a rien transmis. Alors, je ne sais pas, je ne peux rien vous raconter. Il y a certainement des événements heureux, mais je ne peux pas les rapporter puisqu'on ne me les a pas transmis. Une nouvelle année bientôt. Ah oui, ça j'avais entendu. Oui, mais alors ça, ce sera enfin. Voilà. Alors, du coup, on va tout de suite commencer le cours et on va commencer un petit résumé pour qu'on se remette un peu dans le bain. Voilà, nous avions parlé il y a 15 jours d'une société juive au Maroc traversée de conflits sociaux à l'intérieur même de la communauté, entre d'une part les juifs originaires d'Espagne et les juifs arabophones du Maroc, d'autre part entre les juifs arabophones du Maroc et les juifs de la classe qu'on appelle les Chleux, ou les juifs berbères, et donc une cohabitation un petit peu difficile, des conflits sociaux. Pour autant, il y a de la solidarité dans la communauté juive, mais une solidarité qui est souvent attribuée un peu avec condescendance, avec mépris. C'est-à-dire qu'on donne, on aide, mais avec beaucoup de condescendance. Voilà, je n'ai pas d'autre terme. Et d'ailleurs, l'historien Georges Bensoussan parle d'une illusion de fraternité. C'est quand même assez dur comme terme, une illusion de fraternité. Alors, on retrouve l'élite sociale le long des côtes, côte atlantique et côte méditerranéenne. Évidemment, sur les côtes, on est ouvert à l'étranger. Ce sont les zones de trafic et de commerce. Et ces gens s'installent là où il y a du business à faire. Voilà. Et on parle à l'époque d'une oligarchie puissante. Je parle d'oligarchie juive puissante et favorisés par le pouvoir. Mais malgré leur puissance, leur argent et leur gravitation dans les allées du pouvoir, il n'en reste pas moins des dhimmis avec tous les risques que cela comporte. Alors ces élites spéculent souvent sur la pauvreté du reste de la communauté, notamment dans les Mellas où ils s'opposent à l'extension des Mellas. Il n'y a pas qu'eux qui s'y opposent, mais pour partie, de manière à pouvoir monter les loyers parce qu'ils sont propriétaires des immeubles, ce n'est pas très, très sympathique comme attitude, mais surtout, ils corrompent la justice. Et je vous avais raconté l'histoire de ce jeune homme qui a mis enceinte une jeune fille juive, et quand elle le lui a appris, il l'a tuée à coups de pied. Et quand les parents ont porté plainte, la justice s'est retournée contre les parents en disant « De quel droit vous permettez-vous de porter plainte contre un proche du sultan ?» Et c'est eux qui ont été condamnés. Donc, c'est vraiment un déni total de la justice et c'est évidemment difficilement acceptable. Alors, je vais raconter nombre d'exemples de discrimination contre les pauvres, dans les écoles aussi, où les parents disent « ma petite fille ne doit pas s'asseoir à côté de cette petite fille parce qu'elle est chleu ou elle est berbère », ou voilà. Et donc, même au niveau de l'école, une directrice de l'Alliance raconte que les petites filles ou les petits garçons à l'école s'entendent bien, ils jouent ensemble, etc. Mais dès qu'ils sortent de l'école, ils ne se regardent plus. Voilà, donc il y a vraiment un ostracisme entre les différentes couches de la société. Alors, après ça, je vous avais parlé de démographie. Et pour faire assez rapide dans le résumé quand même, le Maroc, comme tout le Maghreb d'ailleurs, subit la loi des pays un peu sous-développés et sous-ethniqués, c'est-à-dire une très forte natalité, mais aussi une très forte mortalité infantile qui au Maroc va atteindre 25%. Donc un bébé sur 4 qui naît décède dans les premiers mois, si ce n'est tout de suite à la naissance.
En plus, en ce qui concerne le Maroc, il y a une très faible émigration parce qu'on n'a pas le droit, c'est assez difficile d'émigrer. Il y a beaucoup de violence, il y a pas mal de conversions forcées aussi. Résultat, tout le Maghreb, vers 1830, comporte environ 130 000 juifs. Ce n'est pas un chiffre très important. Et la moitié de ces juifs se trouvent au Maroc. 1830. 40 ans plus tard, vers 1870, la mortalité infantile diminue sensiblement parce qu'on commence quand même à appliquer quelques mesures d'hygiène un peu plus sérieuses et donc ça sauve pas mal de vies. Résultat, nous avons vu 1830, 110 ans plus tard, en 1948, il y a au Maghreb environ 620 000 juifs, vous voyez, on est passé de 130 000 à 620 000 juifs, dont la moitié vivent au Maroc. 300 000 au Maroc, 160 000 en Algérie, 120 000 en Tunisie et 40 000 en Libye. 1948. Autour des années 2000, sur les 300 000 juifs du Maroc, il en reste 3 000. Donc, entre 1948 et l'an 2000, c'est d'ailleurs bien avant l'an 2000, à peu près 300 000 juifs ont émigré d'un pays où, paraît-il, ils étaient heureux, où c'était un vrai paradis. C'est quand même assez étonnant qu'on quitte le paradis pour entrer dans l'enfer israélien. Une petite parenthèse, mais on sera certainement amené à y revenir. Voilà. Une fois qu'on a parlé de démographie, on a commencé à parler du Mellah. Le Mellah, dont le premier a été ouvert à Fès en 1438, puis dans les villes impériales. Ouvert au départ, effectivement, dans l'intention de protéger les Juifs. Pas du tout une mesure coercitive, mais une vraie mesure de protection. Maintenant, il y a 15 jours, un mail, mais je n'ai pas noté le nom du monsieur qui me l'a envoyé, disait que le premier Mellah a été ouvert à Fès, effectivement, mais en 1325, c'est donc un siècle plus tôt, par Abou Saïd Othman. Donc c'est très précis, voilà ce que dit ce monsieur. J'ai recherché quand même un petit peu, et je n'ai pas trouvé trace, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas exact. Donc je vous donne les deux dates, 1325 ou 1438. Voilà. Alors le Mellah de Fès se caractérise par une surpopulation, ce que nous verrons bien dans bien d'autres endroits. Il y a des appels au sultan pour pouvoir agrandir le Mellah, mais ça reste toujours sans réponse, jusqu'en 1892, donc très très tard dans l'histoire, où une autorisation du sultan arrive sur la table des dirigeants du Mellah. Sauf que, si le sultan permet, l'administration bloque. Et l'extension se fera très très difficilement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rapport sultan-administration? Je ne vais pas vous le dire maintenant, on en parlera, parce que ça montre quand même le sultan sous un jour un petit peu différent. Nous verrons ça probablement encore ce soir. En tout cas, c'est partout la même chose. On a un sultan bienveillant, entre guillemets, et une administration malveillante ou hostile. Jusqu'en 1956, c'est donc très tard dans l'histoire, l'Alliance israélite va essayer de contourner les obstacles pour agrandir les Mellahs, parce que la situation est très, très difficile. Et ils vont tout faire pour obtenir des accords, des autorisations, etc. C'est une histoire complexe. Et il y a de nombreux témoignages sur la situation dans le Mellah. Et je vous en ai raconté quelques-uns, nous en aurons encore beaucoup ce soir. Il y a un autre phénomène qui se développe en Europe, c'est un tourisme véritablement malsain, un tourisme voyeuriste qui vient se promener dans les Mellahs, voir ces juifs comme on verrait des singes au zoo, pour les photographier et pour les regarder et pour probablement se délecter plus ou moins de la situation dramatique de ces personnes. Et ce tourisme malsain européen est dénoncé par un consul de France qui s'appelle M. Bigard. Mais par contre, ce tourisme toujours vraiment malsain nous laissera quelques témoignages intéressants, donc des témoignages qui ne sont pas des témoignages de l'Alliance israélite, ni des Juifs, mais des témoignages de non-Juifs, et nous en verrons quelques-uns. Ensuite, je vous avais parlé de la Bhira qui est le Mellah dans le Mellah, c'est-à-dire le quartier
pour les plus pauvres de Mélare, alors on était très, très pauvres. Et les pauvres des pauvres qui habitent dans un coin du Mélare, dans des huttes en bois ou dans des niches pour chiens, pratiquement. Donc, une situation vraiment tout à fait désastreuse pour ces personnes. Et on a des rapports horrifiés de l'Alliance israélite universelle, mais aussi d'autres témoins. Et tout le monde décrit la même chose, une promiscuité épouvantable, un manque d'intimité pour les jeunes couples, parce que les jeunes couples habitent dans la maison des parents du mari, donc il y a vraiment beaucoup de promiscuité. Et puis cette surpopulation entraîne également l'extension, et c'est un vecteur de maladies et d'épidémies, puisque il y a peu d'hygiène, beaucoup de promiscuité, donc évidemment beaucoup de maladies. En 1882, à Tétouan, alors Tétouan, je ne sais pas s'il m'écoute ce soir, mais voilà une histoire de Tétouan pour monsieur, comment il s'appelle, Benzimra, qui m'a demandé, quand tu parles de Tétouan, tu me le diras. Donc s'il m'écoute, voilà une petite histoire de Tétouan. L'Alliance israélite donne un habit neuf à chaque enfant une fois par an. Alors évidemment, ce gosse va porter cet habit pendant toute l'année. Vous imaginez la crasse de ce vêtement qui est rarement lavé, mais cette saleté, cette crasse n'est pas l'apanage des pauvres. Et c'est ce que j'avais souligné. On a notamment les petits garçons et les petites filles des familles aisées juives, petites filles avec des jolies petites robes de dentelle, des nœuds dans les cheveux, elles sont magnifiquement habillées, mais avec des oreilles, un cou et un nez absolument crasseux. C'est donc une façon d'être, une façon de vivre, une manière quotidienne de manquer d'hygiène. Et vous ne serez donc pas étonné qu'il y a une opposition entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne qui prône des critères d'hygiène et de propreté. Et donc là aussi, il y a des antagonismes qui se font jour. Résultat, la peste sévit au Maroc jusqu'en 1820, qui est très tard, elle a été éradiquée en Europe en 1720, un siècle plus tôt. Et je vous avais parlé aussi de la variole, qu'on appelle la petite vérole, qui aux alentours de l'année 1900 va faire des centaines de morts, des centaines. Et nous en étions là. Donc après la petite vérole, on va faire un cours de médecine, on va passer à la syphilis. Et oui, parce que la syphilis aussi règne au Maroc. C'est une maladie de la misère, de l'ignorance, et elle frappe partout. Elle frappe aussi des enfants, et ça c'est plus étonnant, et notamment les petits garçons qui sont contaminés par un moelle syphilitique lors de la Mila. Et ça nous donne des chiffres terribles. À Mogador et Saouira en 1909, sur 220 petits garçons qui naissent dans l'année, 20 sont infectés avec des plaques, et on les traite au mercure. Ça fait 10% des nouveau-nés qui seront infectés de la syphilis, parce qu'elle se répand, toujours même histoire, manque d'hygiène, etc. C'est une des maladies. Alors, les colonisateurs européens vont arriver, et puis avec eux, ils installeront un certain nombre de dispensaires. Ils apporteront aussi des médicaments, mais pas en grande quantité, mais médicaments quand même. En tout cas, ces dispensaires et le peu de médicaments dont ils disposent améliorent lentement la situation médicale au Maroc, notamment, surtout avec l'aide de médecins européens bénévoles qui viennent passer 2, 3, 4, 5 mois pour aider les populations et soigner les populations. Autre problème de la pauvreté, la mahia. La mahia, c'est un alcool spiritueux, taux d'alcool 36%, 36 degrés, c'est beaucoup. C'est un alcool qui est obtenu par distillation, soit de jujube ou de figue ou de date, et on en boit beaucoup. Il y a aussi beaucoup de mahia frelatée, et ça, c'est évidemment source de maladies également. Alors, la mahia coule à flot, d'autant plus que les Juifs ont le monopole de la fabrication de la mahia. L'alcool est interdit aux musulmans, et donc ils ont le monopole de cette fabrication, ce qui n'empêche d'ailleurs pas les musulmans, en tout cas certains d'entre eux, pas tous évidemment, d'en boire, et puis surtout de l'utiliser comme drogue, je veux dire par là, comme médicament.
comme moi-même, j'ai connu dans la famille des ancêtres qui, par exemple, se soignaient avec du marc de vin qui faisait chauffer, on faisait des compresses qu'on posait sur la poitrine. Et puis ça aidait quand on avait une bronchite, quand on avait le rhume, voilà. Alors on sentait le schnapp, mais ce n'était pas grave, on se soignait comme ça. Mais là aussi, on se soigne avec la machia. Le constat est uniforme, absolument partout. Plus il y a de misère, plus on boit d'alcool. Ça, ce n'est pas propre au Maroc, ce n'est pas propre au Maghreb, c'est vrai dans toute l'Europe, c'est vrai dans le monde entier. Alcool et misère font bon ménage. Alors, un autre problème qui va greffer les mélards, c'est la prostitution. Et là, on est un peu plus surpris, mais voilà ce qui se passe. Les colonisateurs, la colonisation arrive, et évidemment, les colons, ben, ce sont des jeunes soldats. Des jeunes soldats, on peut imaginer, évidemment. Au Maroc, en 1912, au Yémen, déjà en 1872, et dans ces deux pays, on déplore que le Mellah est devenu le quartier de débauche et de plaisir facile. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles juives, à cause de la misère, il nous est interdit de juger, on parle de faits, à cause de la misère, se prostituent pour arriver à survivre dans cet enfer qu'est le Mellah. Alors, quartier de débauche et de plaisir facile, pour tous les étrangers qui nouvellement arrivaient au Maroc. La même chose s'était d'ailleurs passée à Tétouan aussi, lors de l'arrivée des Espagnols en 1860. Développement de la prostitution dans le Mellah. Et c'est plus grave encore. Par exemple, à Fès, en 1913, la date est importante. 1913, c'est après le pogrom de 1912, sur lequel je reviendrai longuement. Donc, après le pogrom, on voit des parents qui vendent eux-mêmes leurs filles pour qu'elles se prostituent, ou des maris qui ferment les yeux devant les écarts, non pas de conduite, mais les écarts de conduite quand même de leur épouse, qui aident à faire vivre la famille. Voilà, c'est tout. Alors évidemment, l'exemple n'est pas terrible, mais c'est ce qui se passe. Ça nous donne des résultats aussi. En 1913, à Mogador et Saouira, il y a une masse de filles mères qui se proposent comme nourrices pour les familles aisées, parce qu'elles ont des enfants, donc elles ont du lait. Voilà. Et ces jeunes filles, qu'est-ce que vous voulez? Elles trouvent de l'aide parmi ces étrangers qui sont bien payés, qui sont célibataires, et puis qui sont friands d'aventure. Voilà, ce sont des hommes. Donc, ça n'a pas forcément de plus beau, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est ce qui se passe. Des masses de jeunes filles qui sont filles-mères. Beaucoup plus tard, en 1949, toujours à Fès, on est là donc après-guerre, dans une période qu'on pourrait dire pour nous contemporaine, Vidal Serfati, qui est le secrétaire de la communauté, écrit au Congrès juif mondial. Nous avons combattu avec succès pour la fermeture de certaines maisons clandestines placées au cœur même de notre quartier et qui étaient un défi aux citoyens honnêtes. Donc, vous voyez, ce phénomène de prostitution va perdurer jusqu'au mi-temps du XXe siècle. Alors, on a vu l'alcool, on a vu l'hygiène, on a vu la prostitution, et il y a un quatrième fléau, c'est l'illettrisme. Alors, jusqu'au début du XIXe siècle, il n'y a pas d'enseignement de matière profane. Voilà, on n'apprend que des prières et des textes. Toujours attentif qu'actuellement, il y a un débat dans notre pays sur l'enseignement des matières profanes dans un certain réseau de yeshivot. Le même débat existe également aux États-Unis. C'est absolument, pour moi, c'est mon opinion, je la partage, c'est incompréhensible. C'est tout simplement incompréhensible et inacceptable. Mais je ferme la parenthèse. Donc, pas d'enseignement de matière profane. Quand même, je rouvre la parenthèse. Le niveau d'enseignement de Kodesh dans ces yeshivot est quand même totalement différent du niveau qu'il y avait à l'époque au Maroc. Ça, c'est vrai. Les esprits sont ouverts, sont curieux, sont capables de poser des questions.
il n'en demeure pas moins que d'en faire des ignorants absolus de toutes les matières profanes, à mes yeux, est inacceptable, surtout quand on pense que le Gaon de Vilna, ça c'est pas moi, le Gaon de Vilna prenait l'étude des mathématiques, de la géométrie et de la médecine, et lui-même avait étudié. Donc c'est l'exemple même pour le courant lituanien, et on n'écoute pas ce qu'a dit le maître à l'origine. Je referme la parenthèse, mais j'avais à dire ceci. Voilà. Donc, illettrisme, et on apprend des prières et des textes, mais d'une manière assez maladroite. Les femmes sont écartées de tout enseignement, à l'exception de quelques privilégiés, soit dans les familles aisées, soit des filles de rabbins qui, évidemment, bénéficient de l'enseignement de leur papa. L'instruction est donnée par des maîtres qui sont peu ou pas formés du tout. Ils sont payés par les parents, souvent ils sont payés en nature. Nous avons vu exactement le même phénomène au Yémen, quand on a parlé du Yémen. C'est la même ambiance de classe surchargée, beaucoup de coups, des coups de bâton. Voilà, c'est comme ça que ça rentre dans la tête. On apprend tout par cœur, on apprend même à lire par cœur. Ce qui fait qu'on ne lit pas très très bien d'ailleurs, mais on sait tout par cœur. Et ce phénomène, on le voit encore aujourd'hui avec nos frères séfarades, qui connaissent une masse de tfilot balpé, par cœur. Et ils les récitent, ils les savent sur le bout des doigts. Ce que nous ne sommes pas capables de faire. Enfin, c'est moi, en tout cas, je ne suis pas capable de le faire. Voilà, donc ils apprennent comme ça pendant un certain nombre d'années. Après le passage, ce n'est pas moi qui le dis, dans cet enfer, c'est un rapport de l'Alliance israélite, les meilleurs de ces élèves iront dans des yeshivot. Il n'y a pas de livre parce que on avait déjà vu que l'imprimerie, notamment l'imprimerie de livres juifs, date du 19e siècle seulement au Maroc. Donc les livres sont copiés à la main et un livre sert pour 8 élèves. Nous avons vu le même phénomène également au Yémen. Le nombre d'élèves par classe est de 60. Comment voulez-vous qu'un maître enseigne à 60 enfants simultanément? C'est presque pas possible. Alors, chacun vient quand il veut, s'assoit là où il peut, il n'y a pas beaucoup de place, ce sont des toutes petites classes, et ces enfants restent abandonnés à eux-mêmes de longues journées. Un rapport de Mazagan nous dit qu'après l'école, les enfants traînent, ne savent pas quoi faire, les parents sont plus ou moins au travail, et voilà, donc situation très difficile. Maintenant, beaucoup d'enfants n'iront même pas au cheder. Et eux traînent dans la rue du matin au soir ou vont travailler pour essayer de gagner quelques sous qu'ils appellent le pain de papa, le pain de leur père. C'est vraiment une très, très, très grande misère. L'Alliance israélite, elle, intègre un enseignement religieux et un enseignement profane. Mais si elle a fait un formidable travail dans les pays séfarades, il n'en demeure pas moins qu'au sommet, à l'acmé de son expansion, vers 1920, elle n'aura qu'une minorité d'enfants. Elle n'aura de loin pas la majorité. Et la majorité reçoit cet enseignement traditionnel qui consiste à psalmodier 7 heures par jour, la paracha ou les tfilot. Alors, rabbins et alliance israélite s'opposent. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas plus de... D'abord, il y a une question de moyens. Il faut ouvrir les écoles. Il faut beaucoup d'argent. Et puis ensuite, il y a une opposition des rabbins parce qu'évidemment, quand les enfants vont à l'école de l'Alliance, les rabbins perdent leur autorité sur ces gosses. Donc, il faut freiner ça. Les deux s'opposent et il y a un refus catégorique de l'école moderne par les rabbins, un refus catégorique de l'enseignement de matières profanes par ces mêmes rabbins, et il y a donc énormément d'opposition. Alors, les rabbins ou les maîtres qui enseignent, qui sont-ils? Ce sont aussi des gens miséreux, ce sont des gens pauvres, il ne faut pas rêver. On a une description d'un rabbin à Casablanca en 1904, ce n'est pas tellement vieux, portant un vieil habit usé,
on les décrit comme souvent ignorants eux-mêmes. C'est le cas à Mazagan en 1918. Et ce qui est assez amusant, il livre des explications un petit peu fantaisistes, miraculeuses, parce que le miracle fait partie du quotidien. Et les enfants, ils gobent pas tellement l'histoire et se moquent du professeur ou du maître quand il leur raconte des déroulés miraculeux d'un certain nombre de problèmes du judaïsme. Alors, petit à petit, sous l'influence de l'Alliance, sous l'influence de la Scala qui pénètre, mais elle pénètre très, très doucement, ne vous inquiétez pas. C'est des rumeurs, des bruits, des journaux parfois, des journaux qui viennent de France, par exemple, et qui circulent un petit peu. Et puis l'arrivée aussi de colons européens. La jeunesse, de plus en plus, aspire à un peu plus de modernité et rejette un enseignement un peu désuet. Et du coup, elle montre relativement peu d'intérêt pour le judaïsme. Attention, je n'ai pas dit que les juifs marocains ne sont pas religieux. Au contraire, les juifs marocains, dans leur ensemble, étaient des gens très religieux même, très respectueux des mitzvot. Mais il y a une jeunesse là, qui rue dans les brancards, qui veut avancer un petit peu. Et c'est sur ce terreau-là que va travailler l'agent juif, évidemment. C'est un terreau tout trouvé. Cette jeunesse, on va pouvoir la motiver, l'impliquer et la déterminer à faire son alliance. Tous les témoignages sont unanimes, même si parfois, et je l'ai dit souvent et je le répète encore, les témoignages de l'Alliance israélite sont parfois un peu de parti pris, parce que ce sont les yeux de juifs ashkénazes l'enseignement oral où l'enfant devait tout apprendre par cœur était commun à, j'ai pas vu la fin, oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il va y perdurer de cette façon-là. Un autre chapitre. Je ne suis pas prof et je ne suis pas pédagogue, ce n'est pas mon métier. Donc, il y a un parti pris parce que souvent, l'Alliance israélite, ce sont des juifs ashkénazes qui viennent et qui sont complètement stupéfaits de la population qu'ils rencontrent. Et donc, ils ont parfois des descriptions pas tout à fait justes, un petit peu de parti pris. Il n'empêche que tous les témoignages sont unanimes et cette situation va rester, dans l'enseignement, va rester inchangée jusqu'en 1948. C'est-à-dire un véritable gouffre entre l'archaïsme de la tradition, et je ne suis pas celui qui rejette la tradition, mais la façon archaïque de la rapporter, c'est autre chose, et l'aspiration à la modernité que demandent les jeunes et qui a été notamment importée par les colonisateurs qui arrivent au Maroc. Alors, je vous lis là un petit texte qui est paru, là où c'est paru, c'est très important, dans un périodique sioniste qui s'appelle Noir et qui est paru le 1er novembre 1949. Alors, bien garder en tête, voilà, bien garder en tête que c'est un journal sioniste, il a donc une vocation à déterminer des vies, déterminer des engagements, donc il n'est pas forcément tout à fait objectif, mais il donne quand même une image assez exacte de la situation. Je vous lis ce qui est écrit. Description de l'enseignement traditionnel. 44 taudis ou des maîtres sales et répugnants, armés de lanières de cuir ou de nerfs de bœuf, dispensent à environ 2700 garçons de 4 à 12 ans ce qu'ils croient être l'enseignement de la religion juive. Alors, je vous rassure, j'ai fait le calcul, 2700 divisé par 44, ça fait 62 élèves. Ça correspond au chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Le Cheder était encore la seule école fréquentée par 10 000 garçons juifs au Maroc, cité par Doris Ben-Simon Donat, et dans son rapport sur le judaïsme marocain rédigé en février 1951, nous sommes encore une fois un peu plus tard, rapport présenté à Alger devant la section locale du Congrès juif mondial, Jacques Lazarus, que pas mal d'entre vous ont connu,
Jacques Lazarus parle d'un enseignement primaire dispensé d'une façon déplorable par des maîtres quasi illettrés. Et Jacques Lazarus, autant que je sache, n'avait pas de parti pris en faisant ses tournées dans les pays d'islam. En mai 1951, le comité de la communauté juive de Casablanca qualifie les Khédarim, donc les Khéder, de plaies de l'enfance juive marocaine, de centre d'infection et d'ignorance, en concluant par l'annonce de l'ouverture d'un Talmud Torah moderne, loin de l'inepte récitation entrecoupée de coups de canne. En octobre, tous les Khéder de Casablanca seront fermés, les yeux des petits-enfants de Mellar s'ouvriront sur l'avenir. Voilà, ça c'est la fin, c'est un rapport d'un comité marocain, juif marocain. Donc effectivement, c'est très archaïque, très arriéré. Nous avions vu la même chose à propos du Yémen. En ce qui concerne les témoignages dans la deuxième moitié du 19e siècle, un personnage qu'on a déjà vu X fois, Charles Foucault, témoigne de l'archaïsme du monde arabe en général, donc ça n'est pas le propre non plus des Juifs. Le Maroc, à l'exception des villes, est très ignorant. On est superstitieux, on a une confiance aveugle en les marabouts locaux qui ont une influence énorme sur des portions entières du territoire. Donc ça, c'est Foucault à propos des petits arabes, pardon, des petits musulmans, et qui fait une description un petit peu similaire. En 1803, Ali Bey. Alors Ali Bey, ça c'est un personnage intéressant. Ali Bey, c'est un Espagnol qui s'appelle en fait Domingo Badia y Leblich. Je pense qu'il est issu d'un mariage mixte entre un juif espagnol et une juive allemande. Domingo Badia y Leblich, mais il est connu sous le nom de Ali Bey et il est envoyé par le gouvernement espagnol, par la couronne espagnole, pour visiter le Maroc. On est donc en 1803, l'époque où l'Espagne commence à avoir des vues sur le Maroc. Il n'y a pas que l'Espagne, il y a aussi le Portugal. Donc voilà, ce monsieur se balade et il décrit les Juifs écrasés par le despotisme musulman, le corps entièrement courbé, et il parle de la retenue qu'il impose à ses propres soldats, toujours prêts à frapper les Juifs. Il parle d'une horrible inégalité des droits, notamment d'enfants musulmans frappant les Juifs qui sont dans l'impossibilité de se défendre. Alors évidemment, son rapport ne plaît pas beaucoup au sultan et il sera expulsé en 1805. Mais donc, c'est quelqu'un d'étranger qui vient, qui séjourne. Il a parfaitement compris le juif courbé. Là-dessus, nous reviendrons, on en a déjà parlé, on y reviendra. C'est fondamental dans tout l'état d'esprit, la mentalité des Juifs du Maroc qui ont terriblement, terriblement souffert. Alors, voilà une attitude qui est assez étonnante. Devant la situation, l'Alliance israélite universelle lance un appel aux Juifs marocains, appel qui est lancé par Adolphe Crémieux et Isidore Leub, donc deux des dirigeants de l'Alliance israélite, et qui conseille aux Juifs de faire profil bas, ne rien dire, ne rien faire de nature à susciter la colère des musulmans. En fait, vous connaissez les trois petits singes? Voilà. C'est ce qu'il faut faire pour survivre dans ce monde. Et c'est un conseil de l'Alliance israélite. C'est assez étonnant quand même. C'est aussi le reflet de ces Juifs intégrés, assimilés, qui ne veulent surtout pas faire de vagues. C'est une éducation qui était très courante en Europe, que nous avons tous plus ou moins reçue. Voilà. Ne rien faire qui puisse susciter la colère des musulmans pour faire reconnaître les Juifs comme arrogants par le sultan. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de pire. Si on est reconnu comme arrogant, c'est vraiment les coups de bâton assurés. Tous les rapports qui précèdent l'occupation française parlent de terribles violences des chefs échappant au Makhzen. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ce sont les zones du Maroc sous autorité du sultan.
qui sont donc bien tenus, entre guillemets, bien protégés, avec une police et une justice efficaces, entre guillemets. Mais dans les territoires si bas, qui échappent au Makhzen, qui échappent à l'autorité du sultan, c'est bien pire, et nous en avions déjà parlé quand on a parlé des Juifs de l'Atlas, c'est bien pire parce que là-bas, les chefs, les caïds locaux, échappent à toute autorité du Makhzen. Et on a des témoignages. Journaliste anglaise Bridget Meakin, dont les dates sont 1866-1906, on est toujours au tournant du XXe siècle, décrit les conditions du juif en 1890. Écoutez, c'est très intéressant ce qu'elle dit, elle n'est pas juive. Le Maroc est une nouvelle Égypte pour les Juifs, mais il n'y a pas de Moïse. C'est extraordinaire. Le Maroc est une nouvelle Égypte pour les Juifs, mais il n'y a pas de Moïse. Bastonnade, incarcération, enchaîné de la tête aux pieds et abandonné sans nourriture jusqu'à paiement d'une rançon. Ça, c'est ce que nous rapporte le professeur Fenton. Les Juifs de Demnat sont conduits au fouet par des soldats pour aller au travail. C'est un véritable esclavage, mais le pire, c'est que ces Juifs conduits au travail doivent eux-mêmes payer les soldats qui les conduisent et les maltraitent. Nous verrons un autre cas similaire. Ça, c'est à Demnat. Nous sommes fin du 19e. On n'est pas au haut Moyen-Âge. Alors voilà, ce sont des exemples. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a l'injustice fiscale aussi. Par exemple, la totalité des impôts payés par les Juifs et les Arabes ne profite qu'aux quartiers arabes de la ville. Il n'y a rien pour le développement des quartiers juifs, du Mellah. Tout va dans les quartiers arabes. Injustice aussi. Un travail qui n'est pas payé. Des vols sans raison juridique, sans recours juridique. Des obligations sont faites à certains artisans. On a le cas à Fès en 1909 d'enfreindre le Shabbat. C'est un bijoutier, il est obligé d'enfreindre le Shabbat pour fabriquer un bijou pour le pacha. Il faut dire que c'était très, très urgent, ce bijou. Donc, on enfreint le Shabbat, on l'oblige à être Mechalel Shabbat pour fabriquer ce bijou. S'il ne le fait pas, c'est le bûcher. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix. Meknes, un tailleur, refuse de faire un travail de brodeur. Ce sont deux métiers différents. Le pacha lui fait donner 300 coups de bâton. Nous verrons l'affaire des coups de bâton tout à l'heure. Safi, en 1867, un juif est assassiné en se défendant contre des voleurs. Il n'y a aucune punition pour le voleur, évidemment, et ça nous est rapporté par un témoin oculaire qui s'appelait Madame Halimi. Ainsi, pas seulement la population, mais toute l'administration s'acharne contre les Juifs, nous l'avons vu tout à l'heure, avec le blocage de l'extension du Mellah, malgré l'autorisation du sultan. Tanger, 1901. Un homme est condamné pour assassinat sans passer ni par le tribunal, ni aucun jugement. Et ça, c'est une conséquence terrible, parce qu'il est condamné à la prison, il n'est pas exécuté, mais comme il n'est pas passé en jugement, et comme il n'est pas passé devant un tribunal, il devient une charge pour sa famille, car il ne sera pas nourri par les autorités de la prison. Donc, le chef de famille, d'une part, ne peut plus travailler, et en plus, il devient une charge totale pour sa famille. Tanger, 1901. Tout ce système repose sur la peur. Ne pas parler, rien voir, ne pas se plaindre par peur des coups de bâton. L'arbitraire est présent dans la vie quotidienne. C'est tout un système organisé, et on en fera la quintessence encore tout à l'heure. Tétouan, 1808. Encore un exemple d'arbitraire terrible. Le sultan décide de déplacer le Mellah parce qu'il le trouve trop proche de la mosquée. Bon, décide de le déplacer, sauf que les Juifs sont obligés de reconstruire à leurs frais leurs maisons qui ont été spoliées, qui ont été volées. Demnat, 1884.
Soyez pas tellement étonnés d'ailleurs si je saute des dates entre le début du 19e, la fin du 19e, parce que la situation est linéaire, c'est toujours la même. Rien ne change. Rien ne change depuis 2 siècles, depuis le début du 18e. C'est toujours la même chose. Alors, qu'on soit en 1780 ou en 1890, c'est pareil. La situation est la même, l'autorité politique est la même, la désobéissance aux instructions du sultan est la même, c'est partout, ça ne change pas. Donc, 1884 à Demnat. Les Juifs sont obligés de travailler le jour de Rosh Hashanah pour honorer une commande, parce qu'évidemment, ils ne souffrent pas 2 jours de retard. Mais loin du Makzen, c'est bien pire encore. Et on a un témoignage de Shlouch. Vous savez, Shlouch, on en a parlé plusieurs fois déjà quand on a parlé des Juifs de la classe, et là, c'est le cas. Shlouch rapporte en 1909 que dans la tribu Haïtata. Alors là, il faut expliquer, tribu Haïtata, il y a beaucoup de petites tribus dans la classe, et les Juifs sont inféodés, sont dhimmis, sont soumis à une tribu, donc appartiennent à une certaine tribu. Donc, dans la tribu Haïtata, les Juifs sont obligés d'organiser des combats entre eux pour distraire les musulmans. Résultat, 12 morts. C'est pas rien. 12 morts. La bastonnade revient dans tous les rapports. Pour des motifs futiles ou pratiquement sans raison, on bastonne. Et là, je voudrais vous faire un parallèle. Dans la paracha que nous avons lue, pas ce Shabbat, le Shabbat d'avant, Kitetsé, on parle de la bastonnade aussi, ou des coups de fouet, mais il y a marqué clairement jamais plus de 40 coups de fouet. C'est strictement limité. Ce texte a 3500 ans. Or, au Maroc, dont nous parlons au 19e siècle, on condamne à 300, 400, 500, 800 coups de bâton. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. 300-400 coups de bâton qu'on donne sur le dos, sur les jambes, sur les tibias, sur la plante des pieds, sur le dessus des pieds, sur les bras, ça signifie quelqu'un qui sort de cette bastonnade. S'il a de la chance, il est mort. S'il n'a pas de chance, il est estropié à vie. Il va passer des mois et des mois de convalescence dans des souffrances atroces. Évidemment, on n'a pas les moyens d'aujourd'hui. Et il va rester estropié à vie et sera une charge pour sa famille. Voilà ce que signifient les coups de bâton. Et pas des petits coups de bâton comme ça. C'est des gros gourdins manipulés par des gens qui détestent les Juifs. Imaginez-vous le plaisir de taper sur un Juif. C'est un morceau de viande qu'on réduit en bouillie. C'est une horreur absolue. Voilà ce que sont les coups de bâton. On ne peut pas le dire comme ça à la légère, parce que c'est terrible. Celui qui les reçoit, c'est une vie fichue, c'est une vie détruite. Voilà ce que signifient les coups de bâton. Et je faisais le rapport avec Kitetsé, on nous dit strictement 40 coups et pas plus, parce qu'il ne faut pas réduire un homme à une impossibilité de vivre ensuite. Voilà. Une punition, oui, avec des limites. Là, il n'y a aucune limite. Autre chose, vraiment très grave aussi, il suffit de 2 témoignages de musulmans, comme quoi un juif aurait dit « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu » et Mahomet est son prophète, pour dire qu'il s'est converti à l'islam. C'est le principe de la conversion à l'islam. Et donc, on peut trouver sans problème 2 témoins qui n'ont rien entendu du tout, mais qui jurent sur Allah que c'est le juif, il a fait cette déclaration-là, et ce juif est considéré comme musulman. Et il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Alors, malgré toutes ses protestations et son opposition, il est musulman. S'il abjure, c'est le bûcher. On le brûle vif. Or, un musulman qui en veut à un juif pour une raison quelconque va trouver un copain, on a 2 témoins, oui, il a dit ça, il est musulman, terminé, c'est fini. Et on a une histoire absolument terrible qui se déroule en 1834 à Tanger. Le sultan Moulay Abdelrahman est un grand amateur de femmes, beaucoup de gens, et il jette son dévolu sur une très belle jeune fille juive de très bonne famille qui s'appelle Solika Hatchuel.
c'est une histoire connue. Il y a un tableau de Delacroix qui représente d'ailleurs Solika actuel et son martyr. Alors, le sultan trouve deux témoins qui témoignent que oui, elle a dit Allah est Dieu et Mahomet est son prophète, et elle est emmenée au harem. Et elle refuse tout, les menaces, les promesses, les cadeaux. Même ses parents ont le droit de venir la visiter pour essayer de la convaincre. Elle refuse de se reconnaître comme musulmane. Rien n'y fait. Et là, le sultan, il est embêté. Il aime bien cette jeune femme, mais il n'a pas d'autre choix. Alors, il fait quand même un cadeau extraordinaire. Au lieu de la faire brûler vive, c'est quand même une mort atroce, il l'a fait décapiter. Voilà l'histoire de Solika actuel en 1834 à Tanger. C'est ça les conversions inventées et forcées. Marrakech, 1892. Il y a deux juifs qui sont fâchés. Et puis, ils se réconcilient, mais ils se réconcilient sans passer par le caïd, par le tribunal du caïd. Et ça, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que pour rendre la justice, le caïd va toucher un bakchiche. Or, si ces deux juifs se réconcilient sans passer devant lui, il n'y a pas de bakchiche. Le bakchiche, c'est le pot de vin. Comme le vin est interdit aux musulmans, on appelle ça bakchiche. La même chose. Et furieux, il les fait condamner tous les deux, il les condamne tous les deux à 400 coups de fouet, chacun. 400 coups de fouet, autant dire deux hommes qui sont fichus. Terminé. Un retard de livraison à Matelassier. Un peu de retard dans sa livraison, il est bastonné. À Tétouan, entre 1868 et 1870, sévit un brigand qui s'appelle Aïssa, et qui terrorise tous les juifs de la région pour leur extorquer tout ce qu'il peut leur extorquer. De l'argent, des bijoux, des biens, tout ce qu'il peut. Résultat de ces razzias, 40 morts. 40 morts parmi les juifs. Ces 40 morts resteront impunis. Voilà, c'est pas grave, 40 juifs. 1884, à Séfrou, 700 coups de bâton, 700 coups de bâton, parce que les babouches du savetier juif ne sont pas aussi belles que désirait le caïd. Ils ne sont pas très réussis. 700 coups de bâton. Autant dire une condamnation à mort. C'est tout simple. 1884. Alors, voilà, l'humiliation est une politique très ancienne en terre d'islam, et ni les Européens, ni les Juifs ashkénazes n'ont correctement appréhendé ce que signifiait l'humiliation, le statut de dhimmi. Et ça, c'est très, très grave, parce que c'est un système de gestion de la population. C'est un système politique. Ce n'est pas du hasard pur comme ça. C'est bien pensé, c'est bien réfléchi pour réduire, pour ramener, pour rabaisser une certaine population à un état de servitude totale et lui faire intégrer cette situation. La toile de fond, donc, de tout ce système de la dhimmitude, c'est la servitude. L'abaissement du juif fait partie de l'économie psychique du monde berbère ou du monde arabe ou du monde arabe populaire ou du monde musulman nanti, de la même manière. L'abaissement du juif, son humiliation est une constante dans tous les milieux musulmans du Maghreb, de l'espace de l'islam en général. L'abaissement, le dhimmi. Il faut toujours rappeler aux Juifs d'où il vient, qui il est, et que c'est un soumis. C'est fondamental. Tout écart est puni, mais aussi on a des châtiments sans raison. Mais c'est possible, c'est un soumis. Il doit accepter, il n'a pas le choix. Et c'est un arbitraire qui n'est pas à la petite semaine, c'est quelque chose de tout à fait rationalisé, de tout à fait pensé. C'est un système politique, encore une fois, un système psychologique où la violence et l'humiliation
apparemment gratuites, ont pour finalité de rappeler aux Juifs qu'ils ont des maîtres et qu'ils leur sont soumis. Et ça, c'est fondamental dans l'islam. D'ailleurs, et je l'avais déjà une fois dit, à Paris, quand vous avez des bandes de jeunes maghrébins qui s'en prennent à un petit Français qui passe dans la rue, la première chose, c'est baisse les yeux. C'est une attitude de soumission. Baisse les yeux. Ça, ils l'ont appris. Ils ne connaissent pas le Coran, mais ça, ils l'ont appris. Voilà. On a ceci en permanence dans tous les pays d'islam. Appliqué, nous l'avons vu, de façon plus ou moins stricte selon les périodes, évidemment. Donc, à partir du moment où on a un être soumis devant soi, tout est possible, y compris, par exemple, profaner des cimetières, même si c'est en opposition avec les lois de l'islam. Et nous avons ainsi à Fès. Fès est une ville qui a beaucoup souffert. On a par exemple à Fès, en 1877, le sultan va faire jeter les restes disponibles, les restes des dépouilles, qui sont enterrés dans le cimetière de Fès, un cimetière qui a 380 ans. C'est-à-dire un cimetière dans lequel sont enterrés des grands rabbins qui sont venus d'Espagne à la fin du XVe siècle, qui sont enterrés dans ce cimetière. Il fait déterrer tous les restes pour agrandir le terrain, pour récupérer le terrain, pour faire autre chose. Voilà. Le mot justice au Maroc est totalement dénué de sens. Bonne question, je l'ai expliqué déjà, mais on y reviendra. Le mot justice est totalement dénué de sens. Les Juifs s'accoutument à cette privation de droit. C'est d'ailleurs un petit peu une réponse au message que je viens de recevoir. Quand est-ce qu'on leur a lavé le cerveau pour n'avoir plus qu'un souvenir ému du Maroc? Eh bien, ils ont complètement intégré, ils se sont accoutumés à cette privation de droit, ils l'ont tellement intégré que leur vie difficile leur semblait normale, et quand une fois il y avait un petit rayon de lumière, c'était le paradis, et c'était le schéma de leur vie. Ils sont en djalout, en galoute, et c'est le sort du juif en djalout. Il doit souffrir, c'est le prix de la galoute. C'est intégré. On a vu la même chose au Yémen. On le verra dans d'autres pays, voilà, notamment en Iran. Alors, impossibilité de porter plainte, privé de tous les droits, impossibilité de témoigner contre un arabe, toutes ces protections des exactions entraînent évidemment nombre d'assassinats qui sont impunis, notamment à la fin du XIXe siècle, des vols, des abus dans les transactions commerciales, des viols, des rapts de femmes qui sont déportées, qui sont vendues comme esclaves. Voilà. Et ça nous donne des choses assez curieuses. Par exemple, en 1907, à Casablanca, 9 Européens non juifs, je précise, sont tués sur le port. Et les Juifs, ils subodorent qu'il va se passer quelque chose de très grave. Ils sont pris de panique et toute la communauté, en tout cas une grande partie de la communauté, qui pressent un malheur, ils sont hystériques et partent se précipiter, se réfugier en masse sur des bateaux qui sont en partance. Quitter Casablanca plutôt que de risquer un pogrom. Max Nordau. Max Nordau était un des bras droits de Herzl. Et dans les grandes réunions annuelles du Congrès sioniste ou d'autres réunions importantes, il avait l'habitude de faire un compte-rendu de la situation des communautés juives à travers le monde. Et quand il parle de la situation au Maroc, chaque fois qu'il cite le Maroc, il le cite comme un des pays avec la situation juive la plus dégradée. Nordau. Bernard Lévy. Bernard Lévy est le directeur de l'Alliance israélite à Tanger, écrit en 1864, Montefiore a été dupé par le sultan. Le Maroc est une terre maudite pour la condition juive. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Tout est prétexte pour voler leurs biens, leurs femmes, leurs filles.
une seule protestation conjointe de la France et de l'Angleterre pourrait mettre fin à toutes ces atrocités. Sauf que jamais la France et l'Angleterre n'interviendront pour faire cesser ces atrocités. Ils interviendront des petits niveaux, mais jamais à ce point-là. 1890, à Zemmour, deux ferblantiers, un père et son fils, exécutent en 15 jours un travail qui a été commandé par le gouverneur. Ils viennent réclamer leur dû. Première fois, on ne les paye pas. Une deuxième fois, à plusieurs reprises. Et à la troisième fois, le fils est arrêté, reçoit 600 coups de fouet, 600 coups de fouet, et il est récupéré mourant par son père, qui est aidé par des musulmans pour le ramener chez lui à la maison. 1890, c'est pas dans la nuit des temps. Tous les moyens sont bons pour déposséder les Juifs, surtout ceux qui ont un petit peu de biens. Extorsion de fonds, impôts, menaces. Et évidemment, toutes ces violences finiront par nourrir un premier exode, une première vague d'immigration en Eretz Israël vers 1870. Mais en réalité, ce n'est pas la première émigration du Maroc vers Eretz Israël. En 1830, nous avons une alia d'Algérie. Chlouch nous en parle. Et le Rav Abou, qui est consul, achète un terrain en Galilée. 1830. 1840, on a une alia du Maroc au lieu du Rav Ben Shimon. Et Ben Shimon crée un quartier des Mougrabim à Jérusalem. Il a écrit un livre qui s'appelle à propos du Beth Amikdash, du Beth Amikdash. Il est accompagné ou aidé par le consul de France, qui est le rabbin Chaim Amsalag, qui vient de Gibraltar, qui a créé le quartier de Neve Tzedek. Et ce rabbin Chaim Amsalag achète des terrains à Petar Tikva et à Rishon. Alors, il y a quelque chose qui devrait tout de suite vous étonner. Acheter des terrains, acheter des terrains, acheter des terrains. Oui, mais ils viennent, ils n'ont pas un sou. En réalité, ils sont des prête-noms pour des Ashkénazes qui en ont les moyens, mais les Ottomans refusent de vendre des terrains à des Ashkénazes. Par contre, les Sfaradim peuvent. Donc, ils servent de prête-noms pour acheter des terrains qui, quand même, en définitive, seront un départ, un premier petit bout de terrain pour la création d'Eretz Israël. N'oubliez pas, là, on est au milieu du 19e siècle. Hein. Ça remonte loin. Donc, ils sont achetés chez les Ottomans au bénéfice d'Ashkenaz. Voilà. Et puis, un personnage qui est intéressant, qui émigre du Maroc en 1861, c'est Léa Aboujdid. Elle est poétesse, elle émigre en 1861, et elle va se marier avec le fils de Ben Yehuda, ce personnage qui a fait renaître l'hébreu, l'ivrite moderne, a donc épousé cette jeune femme qui venait en 1861 du Maroc. C'était déjà une belle aventure à l'époque. Voilà, je reprends mes petites histoires. On a un début d'exode et une première vague importante, plus importante d'émigration vers 1870. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, parce que l'heure a tourné quand même. Et je vous donnerai encore pas mal d'exemples d'arbitraire. La prochaine fois, nous allons continuer dans cette veine. Ce sera la fin de l'histoire de Mélach. Et on terminera cette histoire par le récit détaillé du pogrom de Fès. Alors pourquoi le pogrom de Fès, pas plus qu'un autre? Parce que quand je vous dis pogrom, pogrom, il y en a eu en Pologne, il y en a eu en Russie, il y en a eu. Oui, pogrom, on sait, on a fait du mal aux Juifs, on a tué des Juifs, on a blessé des Juifs, tout ce que vous voulez, on les a volés. Ça, on le sait. Mais on va essayer de se pencher sur ce que ça signifie pour les gens qui le vivent. Ce que signifie, comme ce soir, je vous ai expliqué, les coups de bâton, ce n'est pas des coups de bâton. Les coups de bâton, c'est
la mort ou une vie d'estropié définitive, le pogrom, c'est une déchirure absolue, une destruction totale de la vie de famille, de familles entières, par les biens, par les femmes, par les jeunes filles, par les maisons. C'est tout ça que je vais vous expliquer. Alors, on va envisager, étudier à fond un pogrom, celui de Fès, parce qu'il était quand même très représentatif, 1912, mais il y a 182 pogroms, je crois, sur les trois derniers siècles, 18e, 19e, 20e. 180 pogroms, rien qu'au Maroc. Voilà. Je vous donne une idée du paradis sur terre qu'était la vie pour nos frères juifs du Maroc. Voilà. Alors, là, j'en ai fini. Sauf qu'on va finir sur une note un peu souriante. On est quand même Erev Rosh Hashanah. Alors, on a court dans 15 jours. Hein. Alors, dans 15 jours, on fera court. On sera entre Rosh Hashanah et Kippour, mais on sera 2-3 jours après Rosh Hashanah et 2-3 jours avant Kippour. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas un petit peu ensemble. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je voudrais surtout vous souhaiter à tous Shana Tova, Tivat V'chabetima Tova, et la santé pour tout le monde et la paix pour tout Israël. Merci beaucoup, Toda Rabba. Un grand merci, Georges, pour tes enseignements. Et on va permettre aux participants qui ont des réactions, des réflexions, de poser les questions. Voilà, vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions. Oui, Brigitte. Je voudrais dire que je ne suis pas du tout d'accord, vraiment pas du tout d'accord avec Georges sur un point, quand il dit qu'il n'a aucun sens de la pédagogie. Au contraire, je trouve que Georges a d'excellentes qualités de conteur et c'est vraiment passionnant. C'est ça que je voulais dire. Je ne dis pas souvent, mais quand même, c'est important. Voilà. Oui. Alors moi, Anita Villard, vous connaissez? Oui. Hein? On est tous d'accord. Est-ce qu'il y a une question, une remarque? Une remarque, moi je voulais parler de Demnat. Je peux? Allô? Anita, on ne te voit pas? Voilà. Allez. Voilà. Oui, alors j'ai entendu qu'il a parlé de Demnat à un moment. Oui, Georges? Tu m'entends, Georges? oui, je t'entends, je t'entends. Oui. Imagine-toi que mes parents, j'avais raconté qu'ils avaient été envoyés au Maroc par l'Alliance israélite universelle, n'est-ce pas? Ils ont débuté à Marrakech, ils se sont connus là-bas, ils se sont mariés là-bas, et après une année à Marrakech, ou je ne sais pas combien, 2 ans, ou je ne sais pas combien, ils ont été envoyés à Demnat. Tu as parlé de Demnat à un moment. Oui, j'ai parlé de Demnat. C'était un petit trou, un bled, une horreur. Ma sœur vient, justement hier, on a discuté avec ma sœur de ce problème parce que on a retrouvé, mon frère avait été à l'Alliance, à la bibliothèque et aux archives de l'Alliance, et il avait photocopié toutes les lettres que mon père écrivait à l'Alliance à Paris pour expliquer la vie de ces pauvres juifs marocains et qui étaient malades, qui avaient des conditions, il n'y avait pas d'eau, il y avait des ordures dans la rue, l'eau qui courait. C'était une horreur. Et c'était très, très difficile. C'était vraiment des conditions de vie terriblement difficiles. Un témoignage où tu confirmes ce que je raconte? Oh là là, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Alors, il a dit qu'il arrivait à communiquer et à être bien avec les autorités françaises, mais avec les Arabes marocains, non, il n'y avait pas de contact. Oui, nous parlerons du rôle des autorités françaises la prochaine fois, Ouais. à l'occasion justement du pogrom de Fès.
Merci Anita, c'est un vrai témoignage. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Ouais, À c'est très très... Propos de Ben, je ne savais pas que c'était tellement horrible. Ah oui. Mes parents, ils nous ont... Bon, tout ça, tu dis dans les années au 19e siècle et même Ben au oui, début, fin 19e et au 20e siècle. et au début du 20e, mais je ne savais pas que c'était tellement horrible. Hein. Bon, le Jimmy, tout ça, ça on a su, mais vraiment, je ne savais pas que c'était qu'ils ont tellement souffert, ces pauvres Marocains. Je dis, Ariel écrit que le pogrom de Fès s'appelle le Tritle. Effectivement, on l'appelle le Tritle, j'en avais d'ailleurs déjà parlé, mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Voilà. ouais. Quelqu'un me demande aussi les sources, mais il y a beaucoup de sources. Il y a déjà toutes les archives de l'Alliance israélite universelle. C'est une mine sans fond. Ben oui, Il faut aller chercher. Et puis, oui. il y a le bouquin de Fenton, il y a un bouquin de Ben Soussan, il y a un bouquin de Ah oui. Malka. Il y a énormément, il y a pas mal de livres qui traitent des Juifs en terre musulmane. Je les ai cités au fur et à mesure que j'en parle, sans donner tous les détails, mais en tout cas, qui a écrit ces livres, parce que c'est important, ce sont des gens qui ont fait un très gros travail. Mais une des sources principales, c'est vraiment les archives de l'Alliance israélite. C'est un puits. C'est un puits sans fond. C'est extraordinaire ce qu'on peut y trouver. Il n'y a pas que sur les Juifs des pays d'islam. On trouve aussi beaucoup d'informations sur les Juifs de Russie, par exemple, où l'Alliance s'est beaucoup investie également, d'une manière différente. Ça, c'est pour une autre fois. Ce n'est pas pour ce soir. Merci beaucoup, Ariel. Ariel Carsanté, on attend tes commentaires et tes témoignages. Voilà, à propos de Casablanca 1907, les 7 Français qui ont été tués et travaillaient pour la construction du train, que les Arabes là-bas ont vu très mal parce qu'ils savaient qu'ensuite les troupes pourraient circuler beaucoup plus facilement. Et donc, l'affaire du train est venue avant le pogrom de Casablanca, où les tribus Chaouia se sont abattues sur la ville et donc en premier sur la communauté, parce que chaque fois qu'on voulait faire un mélar, le mélar était placé là où il y avait le point faible de la ville. Comme ça, celui qui attaque, il va d'abord piller les Juifs. Bouleverser le mélar. Pourront se réfugier. Donc, mon arrière-grand-père Samuel Ben Shmouyal Tedgui, pendant ces émeutes-là, se trouvait sur le toit de sa maison et malheureusement en 1907, donc il a été tué par une balle, malgré le fait qu'il avait obtenu la protection portugaise, puisque les Juifs, là où ils pouvaient arriver, ils avaient une protection. Donc en 1873, j'ai vu un quêta chez un cousin de mon père, dans lequel il donnait tous les noms qui en 1873 avaient obtenu le passeport portugais, et donc il figurait là-bas. Mais ça n'a pas empêché cette histoire donc de finir avec toutes ces choses-là. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y a aussi une expression qui fait en sorte comment se fait-il que le juif ait tenu le coup, n'est-ce pas, dans toutes ces situations. On disait qu'il s'est fait comme une tortue, il s'était mis une carapace, n'est-ce pas, sur le dos. Et donc, c'est vrai que les Arabes frappaient, c'est vrai, où on continue à vivre, on mourait. Mais on parle toujours donc de cette carapace et de cette notion de quand même, on parlait comme dans la situation où on était, mais il n'y avait quand même pas qu'on parlait un petit peu de la liberté qui va revenir, malgré qu'on est la galoute, il y avait quand même quelque chose qui était là. À part ça, il était descendant d'un ancêtre unique. En 1790, le sultan Abou Yazid, je crois, qui s'appelle comme ça, en tout cas Yazid, Moulay Yazid, pardon, s'est occupé de la ville de Tétouan. Il s'est abattu sur la ville de Tétouan pour payer. Et ses soldats, il leur ont dit, prenez le méla. Et donc, sur les 16 enfants, je ne sais pas si tout le monde était vivant avec la mortalité infantile dont vous avez parlé, n'est-ce pas? Mais en tout cas, sur les 16 personnes qui avaient, les 2 personnes qui sont à Tétouan, qui sont restées vivants, dans cette famille-là, c'était donc la grand-mère et son ancêtre et son grand-père, qui était un bébé, n'est-ce pas? Donc, qui ont survécu à ce pogrom de 1790 sur la ville de Tétouan. Et c'était, bon, les machaya, c'est ce qu'il y avait, c'est tout. Et il y a toujours eu comment on appelle ça, un dicton en hébreu. En hébreu, peut-être pour ne pas que les goïms le comprennent, c'est Enemuna bagoy, afilo arba'im shana bakever. Même si tu avais,
fais pas Absolument. confiance dans le non-juif, même s'ils avaient Même 40 40 ans après sa mort. voilà, après sa mort, parce qu'il y a son petit-fils qui va venir exiger chez le pacha que son grand-père avait prêté de l'argent aux juifs et le juif n'a pas rendu. Enfin bon, On a vu la situation, on l'a vu dans l'Atlas, quand on a parlé oui, d'Atlas, absolument. où Absolument. 80 ans après, le caïd ou le fils du caïd Oui. réclamait une somme parce que le grand-père était parti Oui, oui. et il a pris la famille en otage jusqu'à ce qu'il Oui. paye. Et c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et, bon, et finalement, c'est une communauté qui est arrivée à ces 350 000 globalement, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Parce qu'avec l'osé, toutes ces choses-là, il y a eu à un moment donné, comme disait ma mère, on ne sent pas la aliyah. Elle était près de ces choses-là. Et à un moment donné, on ne sent pas la aliyah. Et quand elle disait par ça, c'est-à-dire que la mortalité infantile s'était effondrée. Déjà dans les années 50, 60, 70, quand les gens ont parti, donc les familles qui étaient nombreuses, au Bruchot et Ladim, comme on dit, gardaient tous leurs enfants, plus ou moins gardaient tous leurs enfants. Donc il y a eu une certaine… On a vu, à partir de 1870, les mesures d'hygiène étaient de plus en plus appliquées et la Oui. mortalité infantile s'est effondrée. Et Ouais, c'est à voilà, c'est partir ça. de là que la population s'est développée. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et chez les rabbins, quand ils disaient Veshinantam levanecha, on disait toujours, j'entendais toujours, Banecha vegam benotecha. C'est-à-dire les filles, il y avait l'éducation avec la maman ou avec la grand-mère. Mais quand la modernité est rentrée, ils ont envoyé, enfin, ils ont poussé les filles à avoir un métier, même si elles ne l'utilisaient pas pour qu'elles aient quelque chose, une assurance, comme on dit. Ouais. Ça, c'était les réseaux de l'Alliance. Ça ne touchait pas tout le Non, monde. à part les réseaux de l'Alliance, il y avait Otsara Torah, il y Oui, avait il y avait le Otsara Torah, Torah, il y avait absolument. Emma Bani, Magen David, il y avait les écoles de l'Ort, les écoles aussi d'apprentissage, sténodactylo, enfin par la suite, n'est-ce pas, sténodactylo, Ça, traductrice. c'est beaucoup plus récent. Oui, ça c'est beaucoup plus récent, beaucoup plus récent. Mais il y avait toujours, ils ont toujours poussé les filles aussi à rentrer dans la modernité. Et la Au XXe différence siècle. qu'il y avait du point de vue de la mode entre une fille française ou européenne et une fille juive, elle avait toujours à sa jupe ou à sa robe 2,5 cm de plus. Sur la mode. La fille juive avec le sniout, elle avait, on voyait tout de suite Absolument. qu'il y avait 2,5 cm de plus, même sur la mini-jupe. Merci beaucoup. C'est toujours un puits de savoir et c'est Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. extraordinaire de nous raconter tout ce que vous nous racontez. Merci vraiment beaucoup. C'est toujours une belle conclusion au cours. Merci, merci. Toda Rabba. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question générale? Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de frontière entre l'Algérie, Tunisie et le Maroc. Mais le fait que les Ottomans se sont arrêtés en Algérie, ne sont pas rentrés au Maroc, est-ce que ça n'a pas fait une frontière naturelle? Ah ben bien sûr que oui. Ah ben bien sûr que oui. Est-ce que les Français l'ont respecté, cette frontière? Ah oui, et c'est tellement vrai d'ailleurs que, je l'avais bien dit, dans tout l'Empire ottoman, la situation des Juifs n'était pas très très bonne, mais infiniment meilleure que dans 3 pays qui n'étaient pas sous l'égide des Ottomans, le Maroc, la Perse et le Yémen. Oui. Encore qu'au Yémen, les Ottomans étaient présents pendant une vingtaine d'années, mais ça n'a pas eu grande conséquence. Dans l'Empire ottoman, la situation n'était pas très sympathique, mais infiniment plus douce que dans ces 3 pays que j'ai cités. C'est pour ça que l'histoire du Maroc, elle est terrible, parce que c'est des gens qui ont énormément souffert, beaucoup, beaucoup plus qu'en Algérie. Ils ont souffert aussi, mais pas de la même manière. En Tunisie, en Libye et tous les autres pays de l'Empire ottoman. Il y avait un certain cadre juridique. Les Ottomans voulaient se targuer de modernité. Ils ont instauré un code civil, un code de loi. Il n'y avait pas de code de loi au Maroc. Il n'y avait pas. Nous allons en parler la prochaine fois de l'Alliance israélite qui réclame la constitution d'un code civil au Maroc parce qu'il n'y a pas de code. C'est au bon vouloir du sultan ou du caïd, du juge et selon l'épaisseur du bakchiche. C'est le bakchiche qui fait la loi. Voilà. Merci. Oui. Juste un petit ajout, quand vous avez parlé du Yémen et de la souffrance, quand un père, une mère, je sais pas, les enfants devenaient orphelins, ils étaient tout de suite convertis à l'islam. Absolument. Voilà. Donc, un cas, je crois que c'est le rabbin Kapar, maintenant qui est sûrement décédé. Ils ont voulu, comment on appelle-t-on ça, le convertir. Il était déjà marié, mais il y avait un Yéménite qui est arrivé en Arabie Saoudite
et qui en 1973 était devenu le ministre des pétroles et qui s'appelle Cheikh Yamani. Oui. Et on a entendu donc du rabbin Eliyahu Abergel ici qu'à sa Brit Mila, il s'appelait Isaac. Ce Cheikh Yamani, Il est du Yémen, il n'est pas d'Arabie Saoudite. Oui, Hein. oui, oui, mais il a complètement disparu de la circulation. Exactement, exactement, je sais Il a pas. disparu. On avait entendu une fois du rabbin, je ne sais pas à quelle occasion il avait parlé de ces choses-là, qu'à sa Brit Mila, il s'appelait Isaac. Incroyable. Alors, si vous voulez, comme historien, vérifier la chose, vous avez… Je vais essayer de chercher, parce qu'il a disparu de la circulation, c'était un grand bonhomme, hein, Cheikh Yamani. Absolument, c'était le maître du monde, c'est lui qui a imposé les $100 pour le baril de pétrole. Tout à fait, mais avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'autres gens. Il avait des rapports avec les Européens, vraiment. Oui. C'est vrai, Et loin d'être un sauvage, hein. Loin d'être un sauvage. Il s'appelait Isaac, à ce qui paraît, je ne sais pas. Ben, je vais tâcher de trouver. Essayez, regardez. C'est ce qu'on a entendu à la synagogue. Hein. Je ne sais pas à quelle occasion c'était. Oui. Ah, c'est rigolo. Intéressant, oui. Ah, je me rappelle très bien, il avait un petit bouc. Oui. Ah, oui. C'était vraiment une noblesse. Il y avait une noblesse. Complètement, tout à fait. Je me souviens, oui. Ah, intéressant. Merci beaucoup. Intéressant, effectivement, je me souviens de ce chef. Todarabah, je voudrais quand même vous rappeler que nous sommes en pleine campagne pour la Midreshet Yehuda Manitou. Demain, c'est le dernier jour. Vraiment, ne nous oubliez pas, on a besoin de vous, sinon on ne pourra pas continuer. C'est très important. Todarabah. Merci Brigitte. Merci à tout le monde. Shabbat tova à tous. Merci Et à dans beaucoup. 15 jours. Merci, au revoir.